Bonjour à tous et bienvenue dans Shortlist. C'est notre premier Facebook Live sur Cadre Emploi. On est un peu stressé, mais on va revenir sur le CV et en particulier le CV des jeunes diplômés, des étudiants. On sait très bien que le CV parfait n'existe pas. Il y a autant de préférences, d'exigences que de recruteurs, mais il y a quand même quelques bonnes pratiques à connaître et c'est ça dont on va parler. C'est Fleur, notre campus manager chez Cadre Emploi, qui va vous expliquer les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. Et bien sûr, comme c'est un Facebook Live, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'émission. Il n'y a pas de questions bêtes, hein. C'est des petites questions, quelques polices de caractère et des questions plus larges. Mais à quoi sert un CV aujourd'hui où on a tant de profils sur les réseaux sociaux professionnels? Voilà, ce type-là, n'hésitez pas, on attend vos questions. À toi Fleur. Merci Louise, donc bonsoir à tous. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'il faut en gros mettre sur un CV. Donc un CV, ça retrace votre parcours universitaire et professionnel. Donc il faut qu'il tienne sur une page. Attention, parce que les CV, enfin les recruteurs plus particulièrement, passent moins d'1 minute sur un CV. Donc, il faut que vous soyez convaincant rapidement. Il faut que votre CV soit aéré, structuré et bien sûr organisé. Ouais, la forme, c'est très important. Il y a même des études qui disent le premier tri, c'est moins de 6 secondes. Ils font le premier choix en moins de 6 secondes. Donc, si vous n'avez pas un CV aéré où on sait exactement où sont les infos… c'est pas bon. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir vraiment un CV bien construit. Donc, un CV bien construit, ça passe, on va dire, par 5 parties. Donc, la première partie, c'est tout ce qui est, on va l'intituler état civil, même si on ne note pas en tant que tel sur le CV, bien évidemment. On va avoir des informations telles que l'âge, l'adresse, votre numéro de téléphone, bien évidemment, où on peut vous joindre, votre adresse mail. Alors attention, j'attire votre attention par rapport aux adresses mail. Il faut qu'elles soient, on va dire, sérieuses et qu'elles fassent professionnelles. J'entends par là qu'on ne met pas, par exemple, une adresse mail du type titi-grominet@gmail.com. Bien sûr, on peut partir sur une adresse mail basique avec nom, prénom ou initial, bien évidemment. Je ne pense pas que ce soit trop votre cas, mais il faut aussi faire attention au Hotmail, au club Internet. Ça ne montre pas que vous êtes très digital, en tout cas. Donc, on fait attention à ça. Pour revenir sur l'état civil, ça pose généralement pas de problème pour les jeunes. Mais il faut savoir que l'âge n'est pas obligatoire et l'adresse postale aussi n'est pas obligatoire tant qu'il y a le mail, le téléphone. Oui, effectivement. Après, c'est les informations qui, selon vous, sont les plus importantes. Bien évidemment, parce que le maître mot, en tout cas dans l'émission de ce soir, c'est le CV, c'est qu'il soit professionnel et qu'il soit percutant. Donc, on met les informations les plus importantes selon vous, bien évidemment. Après l'état civil, on passe, on va dire, à la formation en tant que telle. Donc, la formation, ça retrace votre parcours universitaire. Attention, il faut que votre formation soit chronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien, bien évidemment. Effectivement aussi, si vous souhaitez mettre un élément en avant, il faut que cet élément, par exemple, on prend l'exemple de la formation, l'élément doit être aussi mis en avant sur chaque partie de votre formation. Là, typiquement, ce n'est pas le cas, donc bien rectifier cette erreur. Après, si vous souhaitez mettre l'école en avant, voilà, si vous choisissez un élément, il faut que ce soit partout pareil. C'est bien, c'est aussi une cohérence au niveau de la police, des tailles, etc. Alors, je reviens juste sur l'état civil. On a oublié de parler d'une chose et pourtant, c'est une question récurrente. Photo ou pas photo? Alors là, c'est une très bonne question en tout cas. La photo n'est pas obligatoire. C'est vraiment en fonction de vous. Si vous vous sentez à l'aise avec la photo, vous la mettez. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne la mettez pas. Attention, pour ceux qui mettent une photo, il faut qu'elle soit à l'image de votre CV, donc professionnelle bien évidemment. Donc on est d'accord, on ne met pas de photos de vacances ou on ne met pas de photos, on ne recycle pas en tout cas sa photo de… passeport, carte d'identité, où on ne doit pas sourire, où il doit y avoir il n'y a aucune expression. Et justement, la photo, le but, c'est que ça dégage quelque chose, en tout cas pour le recruteur. Donc voilà, il faut bien faire attention et il faut avoir aussi un fond neutre. Typiquement, là, la photo, il faut faire attention. Après, moi, je dois vous avouer que je ne le conseille pas souvent.
je me dis que les recruteurs, quand ils n'ont pas de CV, ils ne sont pas distraits par quand ils n'ont pas de photos sur le CV, ils ne sont pas distraits par l'image, ils vont vraiment sur le fond, sur les compétences. Après, ça dépend, le poste, voilà, ça dépend de vous, mais ce n'est pas obligatoire. Et c'est vrai, quand on l'a choisi, il faut qu'elle soit professionnelle et avantageuse pour vous. Oui. Et même si elle est avantageuse, on ne la met pas sur la moitié de la page. Voilà. Mais sur la partie formation, on n'avait peut-être pas fini. Non, alors je voulais aussi juste s'attarder sur, on va dire, sur la formation la plus récente, en tout cas de notre exemple. Typiquement, l'étudiant a mis qu'il a passé un semestre au Portugal. Alors, c'est pas vraiment à ce niveau-là qu'on le précise. On va plus l'intituler, enfin le préciser dans les langues. Donc ça, on y reviendra un peu plus longuement. Mais voilà, typiquement, le semestre, effectivement, ça fait partie de votre formation, mais c'est pas là qu'on va le mettre en avant. Voilà, c'était vraiment… Puis après, on ne cite pas non plus aussi tout ce qui est matière. En soi, on sait à peu près par rapport au titre de votre formation quel type de matière vous avez étudié ou vous étudiez, bien évidemment. Et puis c'est vrai qu'en mettant ce semestre-là dans la partie langue, ça raccourcit un peu parce que 4 lignes pour une année, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et il faut toujours garder en tête de mettre l'essentiel pour, pourquoi pas, garder de la place plus pour l'expérience professionnelle qui est, on va dire, importante aussi. Donc, après, ensuite… Alors, vient, on va dire, dans la continuité l'expérience professionnelle. Donc, c'est le même schéma, hein, c'est-à-dire un ordre, il faut que ce soit un ordre chronologique, donc de la plus récente à la plus ancienne. Pour préciser vos expériences, donc on intitule l'entreprise, c'est l'entreprise en premier, après le poste occupé, et ensuite les missions. Alors, important pour les missions, il faut s'y attarder quand même un petit peu parce que c'est important. C'est là où le recruteur va un peu du coup juger savoir si vous allez être opérationnel ou pas par rapport au poste auquel vous vous occupez. Donc, il faut qu'il y ait un vocabulaire précis, mais bien sûr compréhensible de tous, c'est important. Des phrases courtes et percutantes. Et bien sûr, vous mettez tout ce qui est votre grosse expérience. Vos grosses expériences, c'est là où vous allez vraiment détailler. Et important toujours avoir en tête, il faut faire ressortir ce qui est vraiment important pour vous. Ça peut être des mots, des bouts de phrases. C'est vraiment en fonction de vous. Tu veux dire le mettre en gras? Oui, par exemple. C'est ça. Ouais, le mettre en gras, ouais, il faut vraiment… c'est vraiment là-dessus qu'on s'attarde. Enfin, le recruteur s'attarde, même le peu de temps où il passe, il va regarder quand même par rapport à ça. Il y a aussi un détail important sur les dates et c'est souvent un défaut qu'on retrouve sur les CV d'étudiants et jeunes diplômés. Ils pensent qu'en mettant plus ou moins le mois ou pas. Non, il faut vraiment préciser le mois et l'année, être précis sur la date, si c'est un stage, si c'est une alternance ou un boulot d'été. Il faut être précis sur ce qu'on met. Oui, faut donner le plus de détails possible, mais tout en restant, on va dire… pas trop en mettre non plus, mais c'est un peu la difficulté du coup du CV quand même, malgré tout. On est d'accord. Ça demande du travail. Pas mal de travail. Après, pour la partie, donc ensuite… Alors, je fais juste te couper parce qu'on a une question sur Facebook. Est-ce qu'il faut indiquer ses comptes de réseaux sociaux, Facebook, Twitter? Alors, bonne question. Effectivement, il faut les indiquer. Alors attention, pas Facebook, bien évidemment. On ne postule pas, on ne candidate pas avec un profil Facebook. C'est très personnel, enfin c'est personnel, c'est votre vie privée. Donc bien faire attention aussi de le bloquer. Voilà, pour pas qu'on ait trop accès à votre vie privée. Par contre, vous pouvez indiquer tout ce qui est réseaux sociaux. Donc ça va de Viadeo, bien évidemment, votre profil Viadeo et votre profil LinkedIn. Donc ça, il faut l'indiquer. Et là, vous pouvez la mettre dans la partie état civil, donc avec vos informations personnelles. Si jamais votre profil n'indique pas votre nom et prénom, ça a une autre intitulé, vous le précisez quand même, comme ça au moins le recruteur peut vous voir, peut vous retrouver facilement quand même. Le mieux, c'est même d'intégrer un lien directement sur le PDF. Et puis après, sur certaines professions, on peut aussi rajouter Twitter. Ça peut donner des bonnes indications sur le candidat aussi, mais ce sera forcément dans un deuxième temps puisqu'il va déjà regarder votre CV. Oui, bien sûr. Et puis, si Twitter, c'est plus pour un compte perso, parce que ça peut être aussi un compte perso. Voilà, faire attention si c'est perso, si c'est professionnel. Oui, ça dépend. Je pensais par exemple à journaliste. C'est très important d'avoir un compte Twitter et ça reflète beaucoup. Donc, on l'indique sur l'état civil avec un lien.
Voilà, repartons dans la trame. Donc, on va continuer. L'état civil, la formation, l'expérience professionnelle. On va continuer avec tout ce qui est langue et compétences informatiques. En règle générale, c'est une partie qu'on regroupe quand même. Donc, au niveau des langues, c'est tout simple. Vous mettez les langues que vous pratiquez. Donc, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, etc. Bien préciser votre niveau. C'est important pour que le recruteur puisse un peu juger où est-ce que vous vous situez. Alors, il y a différents types pour préciser son niveau. Il y en a qui vont être à l'aise avec le système d'étoiles, de barres de téléchargement et d'autres qui vont être plus à l'aise avec des termes, style bilingue professionnel, courant. Alors, niveau scolaire, à éviter quand même parce que c'est quand même plutôt péjoratif. Ouais. Mais voilà, après, vous pouvez soit mettre soit des mots, soit le système qui soit un peu plus visuel, on va dire. Du coup, on pourrait peut-être même aller jusqu'à préciser une certification. En anglais, oui, aussi, ouais. Les certifications, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut les mettre. Alors, les plus courantes, en tout cas celles qui me viennent là à l'esprit, ça va être le TOEIC et le TOEFL. Là, il faut indiquer aussi votre score. Par contre, si vous avez un bon score, si vous avez un score en dessous de la moyenne, on va dire pareil, à éviter. Le but, c'est pas de se tirer une balle dans le pied quand même. Non. Et puis après, sur le TOEIC, par exemple, qui a 2 ans de date de péremption, oui, on indique aussi la date où on l'a obtenu. Ouais. Tout à fait. Après, au niveau des langues, après les langues, on va plus parler donc compétences informatiques. Donc là, typiquement, c'est tout ce qui est logiciel, donc les logiciels de base, donc le pack office, pas besoin de marquer, de préciser ce qu'est le pack office, tout le monde le sait, bien évidemment. Et après, tout ce qui est logiciel un peu plus technique, alors pareil, je pense Photoshop, InDesign, etc. Mais si vous savez utiliser en tout cas le langage HTML par exemple, là typiquement, pareil, vous pouvez mettre aussi votre niveau, c'est intéressant. Et pareil pour les autres logiciels, toujours mettre son niveau, comme ça au moins vous savez, le recruteur peut un peu vous situer par rapport à ces compétences-là. Et enfin, après cette avant-dernière partie, c'est cette fameuse partie centre d'intérêt ou intitulée aussi loisirs, ça dépend des personnes. Par contre, évitez divers parce que ça fait un petit peu fourre-tout et finalement, c'est pas très professionnel. Donc voilà. Si on choisit centre d'intérêt, on ne fait pas comme ce CV-là. C'est les centres de mon intérêt, voilà. Donc pas de S à intérêt. Typiquement. Mais il y a eu quelques petites fautes qu'on n'a pas encore relevées, qu'on pourra revenir. Là, typiquement, comme tu parles par rapport à S, comme expérience professionnelle ou formation, ça reste l'expérience en tant que telle et la formation, pas tous les types de formations qui existent. Donc tu vois, tu as bien fait de relever, c'était important. Ben oui, c'est le genre de petits détails qui agacent beaucoup de recruteurs. Ouais, donc voilà, bien penser, surtout aux fautes d'orthographe. Au niveau des centres d'intérêt, donc comme je le disais, ça va être plus tout ce qui est en lien avec les centres d'intérêt, tout ce qui est en lien sportif, culturel, artistique. Donc là, précisez si vous avez fait du sport. Vous allez préciser le type de sport, déjà le nom bien évidemment, le nombre d'années, si vous avez fait de la compétition, si vous avez gagné des compétitions, là vous pouvez l'indiquer. Pareil pour tout ce qui est, on va dire, associatif ou artistique, si vous avez fait des expositions, si vous créez des choses, là vous pouvez l'indiquer à ce moment-là, c'est important. Et puis après, ne pas oublier tout ce qui est association, c'est important. Donc si vous avez été dans des associations étudiantes, en tout cas je parle pour les étudiants même après, plus tard bien évidemment, mais les associations aussi en dehors de votre giron, on va dire, scolaire, là, vous pouvez les indiquer. C'est important, ça montre que vous vous intéressez aussi à autre chose, que vous êtes ouvert. Et puis, il faut juste indiquer le but de l'association, votre rôle aussi au sein de l'association. Et bien évidemment, vous précisez un petit peu tout ce que vous avez fait. Donc ça, c'est important. C'est vrai que les centres d'intérêt, on en parle beaucoup pour les étudiants et les jeunes diplômés. Parce que comme ils n'ont pas beaucoup d'expérience professionnelle, on dit que c'est souvent les centres d'intérêt qui permettent de se différencier, en tout cas de ressortir. Il faut savoir moduler cette phrase parce que du coup, si vous n'avez pas d'engagement vraiment différenciant, si vous avez fait une année de tennis et vous aimez bien le ciné, c'est pas la peine. Il faut vraiment aller sur les centres d'intérêt qui sont différenciants et qui montrent une partie importante de votre personnalité. Ouais, c'est ça qui va finalement, le recruteur va peut-être plus retenir votre CV plutôt qu'un autre. Ouais. Il n'y a pas que ça. On a une question de Marine qui nous demande quelle est la chose à ne surtout pas écrire sur un CV.
Alors là, il y a plein de choses. Déjà, les fautes d'orthographe. Oui. Mais en fait, je pense que le plus important, c'est de ne pas tout écrire. C'est d'ailleurs, je pense, une erreur assez courante chez les jeunes diplômés. On se dit, on met tout ce qu'on a fait et il trouvera bien. Il fera bien le tri, il verra ce qui est important pour lui ou pas. Mais pas du tout. Il faut vraiment mâcher le travail aux recruteurs. Les postes jeunes dip, c'est souvent très concurrentiel. Donc, il faut vraiment avoir lu l'annonce, utiliser le même vocabulaire que lui. Même si ça me dit la même chose que vous l'auriez dit autrement, c'est pas grave. Vous utilisez les mêmes mots que lui et vous vous basez vraiment sur les choses que vous avez faites qui vont l'intéresser. Après, oui, enfin, vraiment la chose à pas écrire, enfin, c'est les fautes d'orthographe qui montrent que vous avez apporté aucun soin à votre CV, ce genre de choses. Tu penses à autre chose qui est vraiment rédhibitoire? Non, justement, pendant que tu étais en train de détailler, j'étais en train de réfléchir, mais en soi, c'est vraiment les fautes, c'est ça. Après, comme je disais, ne vous tirez pas une balle dans le pied, dans le sens où, quand vous mettez des choses, il faut que vous puissiez argumenter. C'est ça qui est important. Donc, si vous montez sur votre CV, ça se verra relativement vite. Donc, bien faire attention à tout ce que vous mettez. Vous pouvez le justifier et l'expliquer via des exemples. Donc, voilà. C'est pour ça qu'en soi, pour moi, c'est les fautes d'orthographe. Et au niveau des langues, si vous n'êtes pas très, très bon sur une langue, vous avez juste des notions, à ce moment-là, peut-être éviter de la mettre. Comme ça, au moins, Voilà. Oui, il faut assurer le coup. De toute façon, voilà, c'est ça. Les recruteurs, la plupart sont expérimentés, ils le sentent tout de suite, les mensonges par omission ou les trucs un peu exagérés, ça se voit tout de suite. Alors, il y en a qui passent au travers, tant mieux. Mais voilà, pour être à l'aise avec son CV, il vaut mieux être honnête, ou en tout cas franc. Oui, voilà, c'est ça. Après, on a une autre question. Est-ce que l'adresse est à mentionner? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas obligatoire. Je pense à certains quartiers, ça vaut… Oui, il y a une discrimination à l'adresse et ce serait mentir de ne pas le reconnaître. Donc oui, de toute façon, je vous ai dit le plus important, c'est l'adresse email, vos coordonnées contact. Après, sur le côté j'habite loin, il préfère éviter les galères de transport, parce qu'habiter loin, ça peut toujours causer plus de problèmes. Il vaut mieux, en fait, le CV, il faut faire envie, il faut donner envie de vous rencontrer. Pour l'entretien d'embauche, voilà, c'est vraiment un truc vendeur. Et une fois qu'il vous aura rencontré, il s'en fichera de où vous habitez. Oui, c'est ça. C'est un peu comme, par exemple, si les alternants, typiquement, j'ai déjà eu le cas d'étudiants qui me demandent, oui, mais est-ce qu'on doit préciser sur le CV le fait qu'on soit, on va dire, 3 jours à l'école, 2 jours en entreprise? Typiquement, ce genre de choses à éviter. Il vaut mieux attendre d'être reçu par le recruteur. Comme ça, quand il vous voit, même si effectivement le temps de présence en entreprise ne lui convient pas, il vous aura vu et malgré tout, il pourra quand même vous prendre. Donc voilà, c'est typiquement, l'adresse n'est pas obligatoire. Au contraire, en fait, ça peut être vu comme un atout. Si vous habitez à côté, mettez-le. Oui. Si vous n'habitez pas à côté, ou vous pensez qu'il peut y avoir une discrimination au code postal, vous ne le mettez pas. Voilà. Toujours le mot d'ordre, attention à ce que vous mettez, il faut que ce soit réfléchi. Et toujours par rapport, votre CV, finalement, vous l'adaptez quand même d'une certaine manière au poste auquel vous allez postuler, donc candidater. Donc du coup, il faut que le recruteur sente que vous l'avez fait finalement pour lui. Oui, pour que ce soit personnalisé, qu'il n'ait pas l'impression que vous allez balancer votre CV à 50 adresses mail. D'ailleurs, il y a peu de chances que ça marche comme ça. Oui, effectivement. Après, ça prend du temps de toute façon de faire son CV. C'est pour ça que là, aujourd'hui, on vous a donné au moins les pistes, les règles de ce qu'il faut vraiment retrouver. Je m'aperçois qu'on n'a pas parlé d'une chose importante, c'est le titre. Oui, effectivement, on a oublié le titre. Alors, typiquement, là, si on reprend notre exemple, le titre est presque un peu long parce que recherche, stage en marketing avec la date.
Finalement, ça, c'est pas, vous le précisez soit sur vos lettres de motivation ou sur le mail que vous allez envoyer. Un titre, ça doit être court et percutant. Hein. C'est un peu les mots d'ordre, on va dire, d'aujourd'hui, mais ça peut être soit le service dans lequel vous aimeriez évoluer ou typiquement, si vous répondez à une offre, et bien là, vous mettez le titre du poste. Ouais, tout simplement. Au moins, c'est clair et le recruteur, si vous ne donnez pas la référence de l'offre, ben, au moins, il sait dans quel secteur vous voulez évoluer. Donc, alors, on a une question de Daniel qui demande s'il est important de mentionner tous les diplômes ou si seul le dernier est suffisant. Alors, effectivement, donc il est important. Alors, on ne va pas tout… c'est-à-dire que si on a une licence 3, on ne va pas mettre licence 1, licence 2. Voilà. Si on a la licence 3, on se doute qu'on est passé par si la première et la deuxième année. Si c'est le parcours habituel, on ne remet pas tout. Et pareil pour le Master 2. Si le Master 1 et le Master 2 ont la même, c'était la même formation. C'était le même cursus, c'est pas la peine de tout détailler. Juste le Master 2 parce que sinon ça fait trop long. Et comme on disait tout à l'heure en début, le CV, on passe très peu de temps dessus. Donc il faut vraiment aller à l'essentiel. C'est très important. Alors, donc il y a est-ce qu'on indique une année de master non réussie pouvant réellement apporter quelque chose pour le poste souhaité? C'est vrai que quand c'est non réussi, habituellement, on le met pas. Ouais, on évite de le mettre parce que voilà, on peut se dire pourquoi elle a pas. Enfin après, si vous savez vraiment justifier, argumenter, pourquoi pas. Là, a priori, vu la question, c'est qu'il doit y avoir, s'il y a une cohérence forte entre le poste ou l'entreprise où on postule et l'année suivie, là, il peut y avoir un intérêt. Par exemple, je ne sais pas, un master qui a été fait en collaboration avec l'entreprise où on veut postuler, là, ça peut être intéressant. Et après, ce sera dans votre message de motivation ou lettre de motivation d'expliquer ce qui vous a plu dans cette année-là, même si vous ne l'avez pas réussi, d'expliquer ce qui vous a plu. Ça peut être intéressant s'il y a vraiment une cohérence forte entre ce que le poste là où vous postulez. L'année d'études et là où vous postulez. Et puis après, juste avant, on a une autre question, mais juste pour finir. Après, le risque, c'est aussi si le recruteur va se dire « Ah, il y a un creux dans sa formation. Qu'est-ce qu'il a fait pendant cette année ?» Donc là, pareil, il faut juste savoir, vous pouvez l'expliquer si jamais vous ne l'indiquez pas, typiquement. L'argumenter. Voilà, c'est ça. Alors une autre question, c'est de savoir à quoi ça sert un CV. Est-ce que mon profil LinkedIn suffit? Alors, le profil LinkedIn ou Viadeo est indispensable aujourd'hui. C'est un complément. Voilà, on va dire mais on peut pas candidater sérieusement sans CV. On passe à côté des offres sur des job boards, les job boards, Cadre Emploi par exemple, et sur les sites carrières directement des entreprises. Qui n'ont pas toutes on ne peut pas tout postuler avec un profil. Et puis, en fait, le CV va vous être demandé. C'est-à-dire que même si vous postulez via LinkedIn, via Viadeo, pour l'entretien, on va vous demander un CV. En fait, c'est un exercice que le recruteur veut que vous fassiez sur est-ce que vous êtes capable d'analyser vos forces, qu'est-ce que vous avez fait. Donc, c'est vraiment un travail indispensable à faire et que vous aurez besoin dans le parcours du processus de recrutement de toute façon. Donc, il faut travailler dessus. Un profil, c'est bien. Et il faut le profil LinkedIn, il faut aussi le travailler. Mais le CV est indispensable par la suite. Oui, puis juste pour pareil… Pour poursuivre ce que tu dis, c'est aussi le profil, c'est complémentaire du CV, mais c'est d'abord le CV et après le profil. Et le profil, là, on peut un peu plus se lâcher finalement que sur le CV, parce qu'on est d'accord, le CV, on met les choses importantes et percutantes, alors que sur un profil, on peut se faire un peu plus plaisir, on n'est pas limité dans le nombre de signes, etc. Et donc, c'est complémentaire, mais c'est d'abord, on va dire, le CV. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, sur le CV, vous allez vraiment adapter à la candidature, au poste, vous allez faire ressortir des choses. Alors, sur le profil, vous allez tout mettre et pas forcément le tourner de façon spéciale pour ce recruteur. Donc, c'est quand même deux documents très différents et postuler uniquement via son profil, ça me paraît dangereux. Ouais, c'est pas Alors, recommandé. Une question qui revient souvent, c'est sur le CV original. Alors, est-ce qu'il donne une chance en plus, faire un CV original? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, les CV original, après, ça dépend tellement des personnes. En tout cas, pour ma part, le CV original, moi, je pars
je pars du principe que c'est-à-dire que le candidat va s'attarder plus sur la forme, mais après ça dépend des domaines. S'il évolue dans tout ce qui est design, artistique, communication, oui là il peut se faire plus plaisir. Son CV est un exemple. On va le juger vraiment sur sa capacité à être original, créatif. Alors que si on évolue plus sur un domaine un peu plus financier ou RH voilà, là on peut peut-être plus rester dans un système un peu traditionnel. Mais travailler, hein. Oui. Ça demande quand même du travail. Voilà, ça demande du travail. C'est juste que les catégories vont être un peu moins, pas fun, mais voilà, ça va être traditionnel, on va dire. Ouais. Mais après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans beaucoup d'entreprises, quand vous envoyez votre CV, c'est un logiciel qui va déjà repérer les mots, la cohérence entre l'offre et votre CV. Donc, si vous faites quelque chose de lourd avec beaucoup de complications, le logiciel va souvent pas comprendre. Donc là, surtout les grosses boîtes, vous passerez à côté. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions, vous y voyez un peu plus clair sur la structure du CV pour les étudiants et les jeunes diplômés. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Merci Fleur. Merci Louise. Et à bientôt dans le prochain Shortlist. Merci.